Bonjour à tous dans ce forum pour le monde nouveau. Là, ce matin, on démarre un débat sur la question de la sensibilisation des plus jeunes à la transition écologique. Je vous lis l'intitulé du débat qui pose nos enjeux de cette heure de discussion. Apprendre depuis son plus jeune âge les bons réflexes vis-à-vis des autres, humains comme non humains, est un pilier de la lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Les initiatives pour sensibiliser les enfants se multiplient partout en France, mais aussi dans le monde. Comment parler de ces enjeux aussi immenses que terrifiants à des enfants qui n'y ont même pas contribué. J'ajouterai que ce débat s'inscrit dans une accélération. En discutant avec nos intervenants, il me semble que c'est aussi quelque chose à dire, une accélération de ces sujets actuellement avec les nouvelles mesures gouvernementales. Juin 2023, 20 mesures impressionnantes qui sont décidées, les mesures bornes dont nous allons parler. Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter Claire Hernandez, qui est graphiste et qui va dessiner du début à la fin. Donc on la retrouvera à la fin pour qu'elle nous parle de ce dessin. C'est bon, Claire ? Ok. Je vous présente nos intervenants. Sana Setouli, cofondatrice de Banlieue Climat. Merci Sana d'être là. Elle va nous parler de cette association importante, référente, qui s'intéresse en particulier à la formation des publics populaires. Dans une population qui, souvent, par force, cultive la sobriété et qui a une idée particulière, où se joue une idée particulière de la transmission avec des parents qui sont souvent des écologistes avant l'heure. J'ai trouvé ça très intéressant dans nos débats préparatoires. Yanis El Amraoui, qui a passé la nuit dans un bus parce que son train était en retard, donc bravo, merci. Cofondateur du réseau Lycée en transition. Je crois que vous n'y êtes plus, mais que vous continuez à agir dans ce sens. Louise Arrivé, présidente des JAC, Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, anciennement. Je vais vous laisser vous présenter plus précisément, qui intervient aussi en milieu scolaire et qui participe aux négociations de référence sur la transition. Et Malo Jouet et Garance Martel-Bourguet, éco-délégués au lycée Jules Guesde. On va beaucoup parler de ça, parce que vous êtes, c'est vrai, des acteurs, de jeunes acteurs clés, et vous êtes d'ailleurs concernés par les nouvelles mesures gouvernementales qui veulent, je crois, renforcer vos pouvoirs. Sana, Banlieue Climat, on connaît, c'est une association, c'est vrai, qui est aujourd'hui référente. D'ailleurs, vous rencontrez ce matin ou demain à la Paillade des intervenants. C'est-à-dire que, alors parlez-nous d'abord de votre parcours et puis de qu'est-ce que c'est Banlieue Climat. Vous avez à peu près 5 minutes. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis Sana Setouli, moi je viens de Cergy en banlieue parisienne. J'ai 40 ans, je suis maman de 3 petites filles, engagée depuis plus de 25 ans sur des questions citoyennes dans les quartiers populaires. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle la Croix-Petit. Quartier dit très difficile à l'époque et très tôt j'étais très touchée par les inégalités qu'on pouvait avoir, qu'elles soient sur des questions sociétales, d'injustice, de questions de sexisme et autres. Donc j'en ai fait un parcours personnel. J'avais un papa qui était très engagé sur le quartier, qui m'a transmis cette envie d'agir et qui m'a permis aujourd'hui de porter ces valeurs jusqu'à aujourd'hui et de comprendre aujourd'hui comment la place de nos parents aujourd'hui, elle était, enfin à l'époque et même encore aujourd'hui, elle était mise de côté. Et que, d'ailleurs, au sein de Banlieue Climat, c'est ce qui nous a réunis. Je vous expliquerai un peu comment nous 4, on s'est rencontrés. Dans le cadre de mon engagement, qui est assez pluriel, j'ai eu différents combats qui m'ont amené aussi vers un engagement aussi politique. J'ai créé une liste citoyenne parce que je trouvais qu'à Cergy, on se retrouvait pas dans une politique locale, parce que la voix des oubliés n'était pas représentée. Et donc, on avait mis en place un espace de concertation citoyen fait par et pour les habitants. C'est comme ça, en tout cas, qu'on imaginait la politique et qu'on l'imagine aujourd'hui. Et donc, du coup, ce mouvement qui s'appelle Cergy Demain, c'est pour ça, à chaque événement, quand il y a du demain dedans, on y va direct. Mais et ce mouvement a vocation à se dire que un nouveau monde est possible. Et donc, ces dernières années, en grandissant, et puis avec mon parcours, et puis en devenant maman à mon tour,
retour, en voyant aussi mes parents vieillir. Moi, j'ai perdu mon père d'une tuberculose en 2004 parce qu'il travaillait dans une usine. Ce qui nous a liés avec Ferris aussi, parce qu'on s'est rendu compte avec les 4 fondateurs, c'est que beaucoup des parents qui ont des Shibani, on les appelle, qui ont vécu dans les quartiers, se retrouvent avec des maladies communes, bizarrement. Et en fait, il y a des choses comme ça, on le sait pas parce qu'on n'est pas forcément des scientifiques, des médecins ou autres. Mais au fur et à mesure, quand on rentre sur la question de l'environnement, de l'écologie, etc., quand on rentre dans la question de la science, du coup, on se dit, il y a des choses... Il y a un lien. Et l'idée, c'est pas d'être dans de la victimisation ou autre, mais c'est de se dire aujourd'hui comment on peut faire pour se saisir de la question, comment on peut transmettre ce que nous, on a pu apprendre, comment on peut faire gagner du temps à cette nouvelle génération. Moi, je suis Ferris, qui est cofondateur avec moi, qui a 20 ans. Moi, j'ai le double de son âge. Et l'idée, c'est comment aujourd'hui, moi, à travers mon parcours, à travers ma trajectoire, je peux essayer de faire gagner du temps à cette nouvelle génération. Et comment aujourd'hui on peut les accompagner et transmettre, et comment nous aussi on peut faire en sorte que chaque génération elle peut agir à son niveau. Moi j'ai une implication très très importante aussi sur la question de la place de la fille, de la femme dans le quartier. C'est vraiment important, il y a vraiment un lien avec la transition écologique. Et pour revenir sur Banlieue Climat, donc on est 4 cofondateurs. Donc il y a Youssef Soukouna, Sefiu, qui est un ancien rappeur. C'est parce qu'il a vraiment changé de trajectoire et il est vraiment recentré sur l'essentiel et sur la question sportive. Avec Abdelali El Badawi de Banlieue Santé, qui utilise l'engagement à travers de la santé. Ferris, qui depuis quelques années, et aujourd'hui avec ce qui lui est arrivé, il a perdu récemment sa maman d'une maladie très grave, et qui aujourd'hui, là vraiment pendant 2 ans, il s'est battu à essayer de comprendre ce qui se passait, à décrypter, et ce qui a renforcé son engagement, et moi-même. Et aujourd'hui, donc l'entrée qu'on a prise avec Banlieue Climat, c'était de se dire, bon ben voilà, on est tous engagés dans nos niveaux, on vient tous de différents horizons, différentes villes de France, de différents quartiers. Mais aujourd'hui, pour sensibiliser et toucher les jeunes des quartiers populaires, en fait, il y a un truc. Il y a ce qu'on appelle le savoir-faire, et puis on leur ressemble. Il y a une représentativité. Et l'idée, c'était de rentrer par la formation et par la science. Parce qu'on a souvent tendance à venir dans les quartiers, à vouloir venir leur apprendre à trier des déchets. Il y a un côté un peu humiliant du truc. Et ça marche pas. Et en tout cas, ça tient pas dans la durée. Or que nous, le prisme qu'on prend, c'est les gens, on n'a pas besoin de rougir, de machin. Nos parents, ce sont les premiers écologistes. Vivre en sobriété. On a grandi à 4, 5, 6 dans une chambre. Faire attention à l'électricité, à l'eau. On sait, parce que moi, personnellement, je suis originaire de la Mauritanie. Donc, j'ai grandi avec cette valeur-là, etc. Et donc, du coup, on déconstruit pas mal de choses et on remet la dignité de l'éducation de nos parents, déjà. On repose les choses et on est vraiment dans une formation horizontale. Et du coup, on parlera de la suite après. Alors, voilà. Justement, on a bien compris que vos origines vous ont conduit vers ce travail-là, mais en même temps, qu'est-ce qui peut, au fond, différencier la transmission sur ces questions-là quand on s'adresse à un quartier populaire? En quoi c'est différent? C'est la question sociale qui est déterminante? Alors, pas forcément, en tout cas, je pense qu'il y a une question de représentation. Je pense que quand tu parles à un jeune et qu'il a en face de lui quelqu'un qui lui ressemble et qui a à peu près les mêmes choses, il y a un truc de méta, en fait, qui se dit, elle vient du même environnement. Et ils le disent d'ailleurs dans les différentes promos. Je vous inviterai à regarder un peu les vidéos qu'on a pu faire avec les jeunes. Il y a ce truc on en a marre de parler de nous à notre place, en tout cas sur des sujets comme ceci. Et le fait justement d'aller vers cet espace-là et en disant qu'on est tous des experts de la transition écologique, il faut juste laisser cette place. C'est un discours valorisant finalement. Et c'est un discours valorisant, c'est un discours aussi de laisser la place, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous a amené aussi à occuper cet espace, c'est que nous-mêmes, étant engagés depuis des années sur des questions, on nous voyait toujours sur la question de la discrimination, sur les inégalités sociales, etc. Mais sur la question de l'écologie, nous-mêmes, on ne se sentait pas légitimes. Pourquoi? Parce que du coup, on voyait toujours les mêmes personnes, des bobos blancs, de grandes écoles, etc. Et il y a un truc ah non, mais c'est pas fait pour nous, en fait. Et pourtant, au fond de nous, on a des choses à dire. Il y a des choses qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font des choses extraordinaires. Il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher dans les quartiers, parce qu'ils le vivent au quotidien. Et les solutions, j'en suis convaincue, on les trouvera avec les gens des quartiers, c'est sûr. Et il y a des solutions qui existent déjà. Il faut juste rendre visible l'invisible. Et nous, le combat qu'on a décidé de porter avec Banlieue Climat, c'est de remettre ça en avant, c'est de se dire, nous, on n'est pas là pour dire on va éduquer ou on va former les gens des quartiers, histoire d'eux. C'est te dire, voilà, on va faire notre part, on va créer un espace, on va faire le kick qui va faire en sorte que tout le monde va rentrer.
Et je pense sincèrement qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Mais pour qu'on travaille vraiment ensemble, il faut vraiment que cet espace soit respecté et que du coup la vision elle soit d'égal à égal et qu'il n'y ait pas un truc descendant ou de condescendant, etc. D'accord. Vous avez créé le premier diplôme d'écologie pour les jeunes de 16 à 25 ans, quels qu'ils soient, scolarisés ou pas. Vous pouvez nous en parler ? Alors du coup, effectivement, comme je vous le disais, on a pris l'entrée de la formation. Et pour que cette formation soit crédibilisée et qu'elle ait un impact fort, on a décidé vraiment de renforcer. Donc on a créé un module de formation de 9 heures. 9 heures avec beaucoup de sciences, vulgarisées, ludiques, et qui a un impact fort avec de la théorie, mêlée de la théorie et de la pratique. Et surtout de toujours inspirer de ce qui se passe localement. Quand on va dans une ville à Bagnolet, on fait toute une étude avant de la formation pour voir un peu ce qui ressemble et on le rajoute à la formation, ce qui permet en tout cas d'avoir des cas pratiques et que les jeunes puissent s'identifier en se disant « Ah ben dans mon quartier, il y a ça qui existe déjà, il y a un jardin potager, mais en fait si on y ajoute ça, ça peut être encore plus stylé. » Et donc du coup le truc de faire ça, c'est que du coup le jeune s'approprie au-delà du diplôme, s'approprie son quartier, il a envie d'agir sur ces questions-là. Et nous, notre objectif aussi, c'est de créer cette génération de vagues vertes. Bon, c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé. Aujourd'hui, on a formé 98 jeunes. Donc ce travail-là, on le fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une équipe de scientifiques et des jeunes aussi pour la performer, pour la rendre encore plus impactante. Et donc la certification officielle sortira mi-octobre. Et la remise des premiers diplômés, donc on a formé 98 jeunes, se fera à l'Académie du Climat en présence de Laurence Tobiana, qui devient la marraine de Banlieue Climat. Très bien. Je vous poserai à tous tout à l'heure la question des mesures gouvernementales où ces questions se rejoignent. Et donc là, on va demander à Yanis ce qu'il a fait de son côté quand il était lycéen à Toulouse, je crois. C'est lycée en transition. Dans nos discussions préparatoires, vous avez insisté sur la force du collectif, la force du réseau pour réussir la mise en œuvre de ce genre de dispositif. Alors racontez-nous, lycée en transition, vous n'y êtes plus, je crois. Et donc maintenant, je suis passé dans le supérieur, je suis à l'UTC, une école d'ingénieurs à Compiègne. Mais du coup, à l'origine du projet, c'était d'abord Écolycée Berthelot, donc le groupe d'écolycéens du lycée Berthelot à Toulouse, ouais, où on avait mené un certain nombre d'actions. Et c'était vraiment à l'initiative d'un groupe de lycéens, ça venait pas d'en haut. Donc là, on a compris qu'on pouvait être au cœur de la transformation écologique, sociale du lycée. On partait de mettre en place le tri, pour après arriver à mettre en place une spécialité sur la science de la durabilité avec un prof. Donc on peut aller, on a compris qu'on peut aller au cœur de ce qu'est un lycée, c'est la formation, donc on peut agir là-dessus. Vous-même, vous étiez sensible particulièrement à ces questions-là. Comment vous êtes allé vers ça? Complètement. Enfin, d'abord en m'engageant dans des associations locales. Ah oui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Alternativa, Deux Pieds Deux Roues. Donc là, c'était sur mon année de seconde. Et en année de première, je me suis dit, la majorité de mon temps, je le passe au lycée, donc autant tenter une expérience expérimentée. Et donc là, il y a eu plein d'actions, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'installation d'un cendrier sondage, un pique-nique zéro déchet, un dessiné débat, et ça a fini par donc des la mise en actions place. Plus que des apprentissages, vraiment. Complètement, Oui. Parce que bon, on peut pas non plus tout transformer. Enfin, sur le programme, il y a un programme national, mais il y a toujours une marge de manœuvre. Faut savoir, par exemple, les DNL peuvent être utilisés pour faire des options sciences de la durabilité, et c'est ce qu'on a fait en lien avec la direction et des profs. Et après cette expérience, ce qui a été intéressant, c'est que on l'a partagé sur les réseaux sociaux, et un certain nombre de lycéens sont venus nous voir en nous disant comment vous avez réussi à convaincre la direction que c'était possible, comment vous avez réussi à mettre en place telle ou telle action, et en fait, ça se répondait pas forcément depuis notre lycée Berthelot, mais d'autres lycéens, parce qu'on avait créé un groupe, d'autres lycéens répondaient à ces questions-là. Donc on s'est dit, il manque une mise en lien en fait des écolycéens, qui sont devenus aussi les éco-délégués par la suite. Et donc l'initiative lycée en transition, c'est d'abord ça, c'est créer cette plateforme qui manquait pour mettre en lien
un certain nombre d'écoliceens qui ont envie de se partager des idées d'action, qui ont envie de se partager des ressources. Techniquement, c'était quoi? C'était un site? Oui, après, j'avais zéro compétence, on avait zéro compétence là-dedans, donc c'était en présentant le projet à des anciens élèves de Berthelot qu'on a été aidés par Jacques, notamment. Donc cette plateforme, maintenant, elle permet de collecter des idées d'action, organiser des actions communes aussi. Donc, par exemple, on organise des fripes solidaires dans, par exemple, 4 ou 5 lycées en même temps. Et donc là, on fait partie d'un élan qui nous dépasse. Et c'est là où ça devient aussi très intéressant. On regroupe aussi un certain nombre de ressources, un guide pour lancer la transition dans son lycée en 5 étapes. Et puis, il y a des événements aussi organisés, des forums des lycées en transition pour se partager des astuces et des webinaires scientifiques pour un peu mieux comprendre les enjeux, pour après mieux agir. Donc, on rencontre des climatologues. Il y avait Jean Jouzel qui est intervenu, Valérie Masson-Delmotte pendant la COP26 et sur les questions d'éducation aussi, on a eu François Tadei. D'accord. Vous m'avez parlé de la plateforme PIX, c'est son nom? Oui, la plateforme PIX, par exemple, c'est sur l'informatique. Donc les lycéens doivent sûrement connaître cette plateforme parce que il y a 7 millions d'utilisateurs actifs en France pour développer et certifier les compétences numériques. Bon, pourquoi on en parle? C'est que moi, je suis convaincu qu'il y a un intérêt à utiliser cette forme d'outils pour les questions environnementales, pour essayer de passer à l'échelle dans la manière de former sur ces enjeux-là. Concrètement, la spécificité de cette plateforme, c'est que on apprend en faisant, et sur une même plateforme, on peut développer et certifier des compétences. Et donc, tout l'enjeu de l'assertif climat ou GreenPix, c'est d'adapter le contenu qui est habituellement sur l'informatique à l'environnement. Et justement, c'était en juin dernier, la Première ministre a annoncé la mise en place d'un certificat vert pour les élèves de 3e dès 2024, qui se rapprocherait de ce format-là, d'un PIX climat, qui a d'ailleurs été proposé par Féris Barkat aussi lors du Conseil de la refondation. Donc ça va dans le bon sens. Après, reste à voir si y aura, ça sera assez avancé comme contenu, ça sera adapté, parce que c'est ça l'avantage du numérique, c'est que déjà on peut le faire à grande échelle, et puis ça peut se personnaliser au niveau de chacun, parce que c'est pas parce que on est en 3e qu'on a tous le même niveau. Donc ça peut s'adapter, et puis après avoir une certification qui soit valorisable derrière. Je pense que c'est vachement important. D'accord. Le numérique, Sana, pour la transmission, ça vous paraît pertinent? Ah oui, complètement, l'ère du numérique. Et puis on le voit bien avec Féris, ce que Féris arrive à faire sur les réseaux sociaux et à travers la formation. D'ailleurs, on a répondu au Google Impact Challenge parce qu'on y apporte le volet tech, notamment avec la réalité virtuelle. On est en train de faire ce travail-là. Patrice, qui est ici avec moi, qui m'a accompagné, fait ce travail au niveau du déploiement de la formation pour la rendre aussi virtuelle et pour se projeter par la suite, pour créer aussi cet impact-là. Donc on est complètement aussi en phase avec cette méthode. D'ailleurs, on va aussi intervenir dans les lycées prochainement. On en parlera. Et ce que vous faites maintenant, vous êtes ingénieur ou en études d'ingénieur dans le Nord, c'est ça, à Compiègne. Et là, vous travaillez sur vous-même un programme d'enseignement en ligne. C'est encore autre chose ou c'est la même chose? Oui, toujours dans le même format de PIX, mais là, adapté cette fois à la formation, à la rénovation globale, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de rénover massivement en France et passer à l'échelle clairement et faire la rénovation globale, donc pas juste un petit geste. Donc c'est vraiment avoir une rénovation avec plusieurs gestes qui soient coordonnés et bien planifiés. Et tout ça s'apprend. Et dans le secteur du bâtiment, il y a un vrai besoin de formation. Il faut faire x25. Et on est convaincu du côté de ce projet que pour faire ce passage à l'échelle, il va falloir utiliser le numérique et utiliser ce format-là. Donc ça s'appelle BRICS. C'est un projet en cours du côté du ministère du Travail. Et donc là aussi, je participe à l'élaboration de cet outil qui permettra de former dans le secteur du bâtiment à grande échelle sur les gestes de rénovation et puis la coordination avec d'autres acteurs.
D'accord, merci Yanis. Louise Arrivé, jeune ambassadeur pour le climat, donc des représentants du JAC ou des JAC, on dit, c'est ça, dans les grandes négociations internationales, et en même temps des actions précises dans le milieu scolaire. C'est ça, Louise ? C'est ça. Présentez-moi. Alors, vous n'êtes plus présidente ? Non, j'ai fait. Enfin, la passation a eu lieu cet été. D'accord. Donc voilà. Comment s'appelle la nouvelle personne qui dirige c'est une coprésidence entre une personne qui s'appelle Florian et une personne qui s'appelle Edwige. D'accord. Voilà. Oui, aussi. Voilà. Ils sont partout. On voit bien que ce sont des réseaux assez proches. Oui. Ouais, peut-être commencer par la notion d'éducation. Quand on parle d'éducation à la transformation du projet de société, on parle d'éducation aux enjeux scientifiques, aux enjeux environnementaux, mais on parle aussi d'éducation à comment est-ce qu'on va faire collectif, comment est-ce qu'on va vivre ensemble. Et en fait, une association, elle a beau avoir un but ultra précis, éduquer aux enjeux scientifiques, ben en fait, tout le processus par lequel on va arriver là, tout le processus démocratique, est-ce qu'on va incarner nos valeurs de gouvernance partagée, d'horizontalité, bah, c'est presque, enfin ça pèse largement autant que l'impact qu'on va avoir dans la transformation des comportements, enfin du public cible. Donc voilà, commencer par ça. L'association, oui, son cœur d'activité, sa raison d'être, c'est donner les clés à chacun d'agir pour la transition, avec des chiffres clés, avec un argumentaire qui va être assez puissant pour faire face à des discours politiques qui sont parfois complètement incohérents. Mais ça va être aussi un collectif qui va se former. Ça va être, la puissance des amitiés aussi dans les collectifs jeunes pour faire naître des projets. Voilà, donc ça c'était la première partie. Je vais peut-être développer un petit peu sur JAC, donc les jeunes ambassadeurs pour le climat. En fait, c'est un programme de l'ONU qui s'est dit ce serait bien que les jeunes comprennent un peu plus la complexité des négociations internationales. Donc on parle des COP, on parle des SBs qui ont lieu tous les étés à Bonn pour préparer un petit peu les COP suivantes. Et donc on a 2 jeunes qui ont un mandat de 2 ans et qui intègrent la délégation interministérielle, qui se saisissent d'un sujet de négociation et qui vont juste avoir une immersion en fait là-dedans, et en fait à partir de cette expérience ils vont comprendre beaucoup de leviers que nous on voit pas forcément si on reste sur le terrain. Ils vont revenir dans l'association et après il y a toute une équipe de bénévoles, donc je sais pas si je tiens bien le micro. Si ça va, c'est bien, c'est à peu près, j'ai l'impression, okay. Nous le dire. Non, pardon. Ça va. Là. Ok. Vas-y. Et toute une équipe de bénévoles qui va reprendre ces idées et essayer de les... on a une bibliothèque, typiquement notre outil très très concret c'est une bibliothèque de slides, et mettre à jour la bibliothèque de slides en fonction de l'actualité des COP, l'actualité scientifique. Voilà, et oui, un sujet qui est important là-dedans, c'est déjà la notion de... on parle de plein d'échelles, et tout à l'heure on parlait de projets d'établissement scolaire, on parle de projets aussi locaux, à l'échelle de la commune, à l'échelle de la région départementale, quoi qu'il en soit, et en fait toute la complexité de cet asso, c'est qu'en fait, dans son ADN, elle incarne plein d'échelles différentes, en fait, à la fois l'organisation et la notion de plaidoyer à l'échelle internationale, et à la fois la notion de plaidoyer, comment est-ce que cette lutte locale va se retrouver ou va pouvoir utiliser les leviers qui ont été, les mots-clés qui ont été implémentés pendant la dernière COP. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire participer à une négociation internationale quand on est représentant? Concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes à une table, vous intervenez, vous participez au débat, ça veut dire quoi? Ouais, c'est de la figuration ou vous êtes vraiment impliqué? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs leviers. Déjà, il faut savoir que, à la COP, il y a des badges. Quand on a un badge rouge, on fait partie de l'équipe des négociateurs. Et donc là, il n'y a que les 2 personnes qui ont le mandat, qui ont suivi un processus, qui ont été élus, ouais. Qui peuvent y assister. Et eux, ils assistent aux réunions. Ils vont se retrouver avec les différentes parties de l'Union, des pays européens pour négocier, parce que la France négocie au sein de l'Union européenne. Mmh. Et ils vont avoir accès à des informations qui sont parfois confidentielles que nous on n'a pas. Mmh. Ils vont avoir des contacts privilégiés avec les négociateurs, ils vont pouvoir porter leur plaidoyer. Donc oui, c'est pas un accélérateur magique qui va faire en sorte que la voix des jeunes va être propulsée, mais la voix des jeunes va avoir un poids suffisant. Va avoir un poids parmi les autres parties. Et ensuite, il y a un autre badge qui est le badge jaune. Et en fait, ce badge, il permet d'assister. Là, nous, on est juste une sorte pas de fantôme, mais d'observateur, le mot est bien. Et on va pouvoir assister à tout ce qui se passe. Et en fait, ce badge d'observateur, c'est quand même une grande chance, parce que ça permet juste d'assister à une réunion de négociation. Quand on est en France, on lit les articles sur OK, à la COP, il s'est passé ça, et c'est très...
c'est très direct, mais une séance de négociation, c'est très long. On va parler d'une petite virgule pendant des heures, parce que ça va avoir un impact énorme finalement, ou alors d'un mot qui peut paraître un synonyme, parce que ça va avoir un impact énorme finalement sur le poids de ce texte après, dans la législation ou dans l'adaptation du cadre législatif, économique, comment chaque pays va le reprendre pour adapter ses objectifs. Très bien. Pendant qu'on discutait au téléphone hier ou avant-hier, vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup les éco-délégués. On en parle beaucoup, tout en regrettant qu'ils n'aient pas toujours tous les moyens pour se développer. C'est récent, les éco-délégués. C'est Malo qui va répondre, ou Garance. Vas-y, Malo, ouais. C'est récent, ça date, je crois, de 2019 ou 2020. Ça se met à peine en place. Parlez-nous de ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, éco-délégué. Vous êtes tous les deux éco-délégués au lycée Jules Guesde, hein, c'est ça? C'est Garance, ça. oui. Donc, en gros, on est élus comme Plus près le micro, peut-être. On est élus comme des délégués normales en début d'année. D'accord. Sauf qu'on va être plus axé sur l'écologie et le développement durable avec les élèves, enfin nos camarades de classe. Et on va avoir des réunions tout au long de l'année pour monter des projets. Donc normalement, il y a des thèmes chaque année. Et on va pouvoir monter des projets pour l'écologie. Et, par exemple, un exemple de ce que vous avez fait à Jules Guesde. À Jules Guesde, par exemple, on avait fait un ramassage de déchets sur le parvis et dans le lycée. D'accord. Auquel ont participé. Qui participe dans ces cas-là? Comment vous motivez vos copains et copines? C'est à l'aide du CVL, donc on fait une CVL, conseil de vie lycéenne. D'accord. Où on va faire une annonce sur Pronote. D'accord. C'est une plateforme pour avoir les devoirs, tout, etc. Et là, ça va être tous les élèves, enfin ça va être monté par le CVL du coup. D'accord. Et les éco-délégués, et où tous les élèves du lycée qui veulent y participer et qui n'ont pas cours à ce moment-là, donc ça se fait sur quelques jours, entre midi et 2 ou à la fin des cours, et où on va pouvoir ramasser des déchets. D'accord. Malo, quelle autre action vous avez pu mettre en place et est-ce que vous êtes à l'aise avec cette fonction-là? Vous êtes bien soutenu? Ça se passe bien? Qu'est-ce qui manque? Alors du coup, moi j'aime beaucoup être éco-délégué. Hein. J'ai été élu donc l'année dernière. On est élu pour un an, hein, je crois. Un an, ouais. oui. Je compte me représenter cette année. D'accord. Donc, alors elle n'a pas été encore faite cette action, mais on va la faire très bientôt. Il s'agit du Forum international, donc c'est à Jules Guesde, où on invite des lycées et des lycéens du monde entier à venir à Jules Guesde à Montpellier. D'accord. Et sur une semaine, on aura des ateliers, des conférences autour du thème de l'écologie. D'accord. Et donc on fait ça avec donc une équipe d'éco-délégués, on est 9 en tout à faire ça. Et vous aurez les moyens de faire ça? On vous donnera les moyens, ça coûte cher de faire ça, non? On nous dit qu'ils ont une prof super. On a effectivement une super professeure qui est dans le public. Ça peut sans doute peut pas mal se faire si les profs ne sont pas motivés. C'est ça, c'est le problème des éco-délégués, c'est que si on n'a pas une aide de professeurs qui sont engagés, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, nous, on a eu de la chance au lycée et puis moi au collège, où j'ai pu faire plein de projets. Donc, par exemple, on avait reverdi la cour, fait des... Ça veut dire c'est casser du bitume, non? Alors, on voulait, mais on n'a pas eu les moyens et ni le temps, parce que souvent, on monte des projets, mais qui ne sont pas faits sur un an. Et une assemblée d'éco-délégués, c'est sur une année. Donc, à moins que le professeur qui s'occupe des éco-délégués continue le projet avec ceux de l'année d'après, ça ne se fait pas. Ça a donc quelques limites. Alors, les éco-délégués font partie des 20 mesures imposantes, impressionnantes, décidées par le gouvernement. Vous allez être renforcés sans qu'on sache trop de ce que ça veut dire. Dans ces 20 mesures, on renforce la présence multipliée par 10 des missions de service civique. On prévoit de former les enseignants, parce que c'est quand même une question clé, etc., de créer des diplômes. Sana, vous m'avez dit au téléphone, c'est une mesure vitrine. Alors, je crois que tout le monde est un peu ici perplexe pour une simple raison, c'est que c'est le monde clairement associatif et militant qui a pris les devants sur ces sujets-là et qui a beaucoup innové. Et bon, le gouvernement, l'institution
institutions accélèrent le mouvement. En attendant, vous êtes sur le terrain depuis un bon moment. Du coup, voilà, c'est accueilli, je le sens, avec un peu de réserve. Voilà. Oui, effectivement, quand je parle de mesures vitrines, c'était entre les annonces, la réalité et le terrain, il y a vraiment un monde. Donc, effectivement, nous, récemment, on a été reçus à l'Élysée où je pense qu'on les a beaucoup bousculés sur la réalité. Alors, par qui Par la direction du cabinet de l'Élysée, en vue de potentiellement essayer de construire une équipe justement d'acteurs locaux de terrain, notamment sur les quartiers populaires, les classes populaires, parce que du coup il y a vraiment un néant total. Il y a un loupé. Donc là, je pense que mi-mandat, il y a besoin d'une réaction. Donc on nous a sollicité sur notre expertise, sur les volontés et les besoins. Et nous, on parle complètement d'un changement de système sur la vision. Donc du coup, on a remis au cœur pas mal d'échanges. Vous avez senti une volonté ou... Oui, alors Banlieue Climat, pour le coup, on a une petite étoile. En tout cas, on est écouté. J'espère que ça va durer. On est entendu. On sent qu'il y a quelque chose qui passe par l'association, qui est perçue aussi comme une association experte. Donc ça, c'est assez nouveau par rapport aux différents combats qu'on a pu avoir durant ces dernières années. Et donc on va profiter justement de cette opportunité d'écoute et d'expertise aussi pour venir poser les choses et permettre aussi à d'autres experts qui agissent avec nous, qu'on connaît ou pas, sur le terrain pour les associer à ces échanges-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on continue de faire, c'est de sillonner. D'ailleurs, je profite, moi, de mon voyage à Montpellier pour rencontrer les acteurs des quartiers populaires, parce que vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup de belles choses qui se passent. Je suis vraiment attristée de voir que dans la salle, il y a des chaises vides. Et depuis tout à l'heure, je me dis, purée, c'est vraiment... c'est eux elle peut être complétée par tous ces jeunes-là. Et donc demain, on a une grosse réunion parce qu'on va commencer à intervenir auprès des quartiers de la paillade, de la diversité, de l'inclusion, elle est importante. Et je sais que ce que vous faites, c'est exceptionnel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à l'une des organisatrices, c'est j'aimerais bien que l'année prochaine, que du coup on puisse faire ce travail-là, utiliser tout le travail que Banlieue Climat met en place. Entre-temps, du coup, là, on va mettre en place un gros programme de formation auprès des jeunes des quartiers. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à restituer. Et c'est comme ça qu'on arrivera à travailler ensemble. Et du coup, même avec vous, complètement, quoi. L'idée, c'est de se dire, OK, on touche les quartiers populaires, les classes populaires, mais pas que. L'idée, c'est de se dire comment aujourd'hui, avec une nouvelle génération, on peut construire ensemble, que vous pouvez créer des connexions avec ces acteurs-là, et comment, inversement... demain, si tu nous appelles pour nous dire dans mon lycée, si vous pouvez venir former des jeunes de mon lycée, on va pas dire non, vous venez pas des quartiers. Au contraire, ça va être des jeunes des quartiers qui vont devenir eux-mêmes formateurs, qui viendront former ces jeunes-là et qui repartiront avec un diplôme. C'est charmé en fait. T'imagines qu'il y a des jeunes qui ont été formés de quartier, qui vont devenir formateurs et qui à leur tour vont former des jeunes d'un quartier un peu plus privilégié. Et là, du coup, on crée un truc d'alliance. Et pour la suite, je pense que c'est précieux. Et puis il y a beaucoup d'amour dans ce qu'on construit. Donc un forum du monde nouveau à la Paillade, par exemple. À la Paillade, ça serait exceptionnel. Et je serais prête à coordonner avec vous et passer du côté organisation avec plaisir. Alors, sur les mesures gouvernementales, il y a quand même un vrai projet, une accélération. Comment vous jugez de la faisabilité de ce genre d'entrée en scène de l'institution, comme ça, un peu massive, sur des sujets que vous connaissez bien? Quelle chance ça a d'aboutir? Bon, il y a un désir de concertation. Ceci est posé, c'est déjà pas mal. Mais sinon, voilà. Est-ce qu'il y a des budgets qui sont correspondants déjà? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour le moment, on n'a pas encore de budget dédié. On y est allé avec notre engagement, avec notre expertise, avec nos réseaux qui nous ont ouvert les portes. Donc on n'a pas trop d'argent, quoi. Là, on est en train de répondre aux appels à projets. Il y a des choses qu'on est en train d'instruire. C'est pas forcément pour une association comme la nôtre. C'est pas un exercice où on est assez à l'aise parce que du coup, en fait, on sait très bien que sur la question des budgets et des financements, il y a tout un écosystème, il y a un savoir-faire, et puis il y a des gens qui sont formés pour ça, et qui le font très bien, et qui raflent tout. Nous, on arrive avec notre expérience de terrain opérationnelle, avec notre naïveté aussi, et donc du coup, on n'a pas forcément ces codes-là aussi, mais donc du coup, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de forcer, de se dire, attends, on est autant capable que les autres de monter des dossiers de budget, etc. Et puis aussi, moi, quand je voyais le montant que certaines associations pouvaient bénéficier, et en termes d'impact,
et de réalité, il y a un monde. Et je me dis, nous, on a formé là, on a touché presque 500 jeunes, on a 98 jeunes formés, en mode avec rien encore. Et je me dis, j'étais en train de m'imaginer si on avait un minimum de moyens. Là, on n'a pas de structure. L'académie du climat, tout le monde est bénévole. L'académie du climat nous a mis à disposition des locaux. Donc, on est vraiment en mode la street, quoi. On a des locaux dans les maisons de quartier. Tout le monde est bénévole. On se voit. On a fait des réunions au Muro dans certaines structures, des fois dans des bâtiments pour toucher les jeunes, etc. Mais on a cette volonté aussi de se structurer au même titre que n'importe quelle autre association solide, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette stabilité-là et on sent qu'on tient, on va dire, cette recette qui va permettre justement de contribuer à cette transformation-là. Donc du coup, moi, l'accès au financement, le sujet. L'accès au financement, et pas que, c'est aussi les moyens dans la globalité, les moyens humains, l'expertise, les scientifiques, etc. Aujourd'hui, de dire on a besoin que d'argent, on peut avoir l'argent, mais pas le savoir-faire. Nous, aujourd'hui, on sait qu'on a le savoir-faire, on a l'expertise, on sait mobiliser ce que les gens n'arrivent pas à faire. Et ce qu'on a envie, c'est vraiment de la co-construction. C'est que les gens qui sont alignés avec nos valeurs, qui ont cette envie de travailler, de collaborer avec nous pour faire grandir ce qu'on est en train de construire, sont les bienvenus, et on est vraiment ouvert à ça. Donc du coup, c'est plutôt un appel à l'engagement, au bénévolat et à l'amour de ce qu'on est en train de construire. Et après, je me dis que l'argent viendra avec, et il ne faut pas que ce soit ça qui nous tire vers cette transformation-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des professeurs dans la salle, on verra tout à l'heure, mais en posant quelques questions à quelques professeurs, les trois m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ces mesures pour cette rentrée scolaire. Yanis, vous en pensez quoi? Effet vitrine aussi, ou est-ce que vous pensez que c'est le moyen de raccorder l'institution au monde associatif si on se focalise sur un enjeu quand même qui est pour moi franchement important, sur les éco-délégués qui ont été mis en place, comme vous l'avez dit, en 2019, donc à la suite des mouvements lycéens pour le climat, donc ça a été une des victoires, on va dire, mais ça a été complètement effet vitrine, là pour le coup. Ils affichent 250 000 éco-délégués. Je vous assure, pour avoir fait le tour de pas mal de lycées, parfois ils sont réunis qu'une seule fois dans l'année, ils ont zéro budget, il n'y a pas une personne qui est dédiée, référente, qui a des heures spécifiques pour les accompagner. Ça, c'était une de nos premières demandes quand on a été reçu au ministère de l'Éducation nationale, et on nous a dit que Bercy a dit non. Donc, il faudrait que Bercy dise oui. Donc, il y a quand même un vrai enjeu d'être représenté. Il n'y a même pas de représentation nationale des éco-délégués. C'est juste ils ont pris les délégués classiques à l'échelle nationale. Ils ont dit, quelques-uns sont représentants éco-délégués, mais du coup, c'est déconnecté du terrain. Donc, il y a plein de choses à revoir sur la valorisation aussi des actions des éco-délégués. Il y a un vrai chantier à mener pour qu'on passe d'un effet vitrine, comme tu disais, à un vrai... je veux dire, il y a un potentiel, quoi. Il y a un potentiel pour faire des lycées, vraiment des zones, des espaces d'expérimentation dès le plus jeune âge. Donc, on attend encore. D'accord. Du coup, Malo, Garance, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes au courant de ces mesures-là, ou on vous a informé des choses qui pourraient changer pour votre statut, ou... Alors, informé... pas directement, parce que cette année, on n'a pas eu du coup encore de réunion. Les éco-délégués ne sont pas encore élus. D'accord. Après, au niveau formation, nous, on avait eu des formations au collège, quand j'étais éco-déléguée au collège avec l'éducation nationale, où on avait eu des formateurs qui nous avaient fait une formation sur 3 demi-journées, quelque chose comme ça. Où on avait vraiment fait des projets avec eux, et on avait pu monter et faire aboutir ces projets. Et pour les représentants des éco-délégués, nous, par exemple, au lycée, on a le CVL, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et où on a un représentant CVL éco-délégué qui fait, par exemple, certaines choses au niveau de la région. Voilà. Malo ? Alors moi je suis assez d'accord qu'il y a quand même un problème avec les éco-délégués. Alors moi c'est la première année où je suis éco-délégué, donc j'ai pas suivi de formation par exemple au collège, et c'est sûr que moi mon point de vue c'est qu'on manque d'indépendance par rapport aux professeurs, c'est-à-dire qu'on est très dépendant et très chapeauté par les professeurs. Très encadré. Et ça peut être un problème, ça peut nous bloquer dans notre créativité et tout.
aussi un problème de réunion, d'organisation. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance d'avoir un professeur référent qui, en début d'année, nous avait dit qu'on ferait une réunion par mois. Donc, trop bien. On s'est dit que ça allait être super et tout ça. On en a fait 2, puis après, il n'y en a plus eu et on ne sait pas pourquoi. Donc, on avait eu l'idée de plein de projets. C'était vraiment, on avait fait un beau groupe d'éco-délégués et on était très motivés tous. À faire changer certaines choses, à mettre des petites mesures en place. Et on avait présenté plusieurs projets et on n'a jamais eu la suite de ces projets et on ne sait pas pourquoi. Et je trouve ça extrêmement dommage et je trouve que ça montre aussi le peu d'importance souvent qu'on accorde aux éco-délégués. J'espère que ces mesures vont peut-être changer les choses. Moi, je le crois pas, mais je le crois pas parce que on annonce ça tout le temps et au final, il n'y a pas de changement. Voilà, il faut être clair. Et donc, pour moi, oui, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez considéré, on n'a pas assez d'importance, même aux yeux des autres élèves. Hein. On est souvent moqué, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le mot, mais c'est pas, on n'a pas du tout le même statut que délégué. Hein. Si on est éco-délégué, c'est parce qu'on est passionné. Pas pris au sérieux totalement. Voilà, c'est pas pris au sérieux. C'est un peu le délégué de je sais pas comment dire. Oui, voilà. On sert à rien. C'est la phrase. On est élu, mais le délégué, on va dire qu'il a un rôle qui, face à nos camarades, on les protège au niveau de... Parce que j'étais déléguée l'an dernier, par exemple. On les protège au niveau s'il y a des problèmes pendant le trimestre, pendant les trimestres, etc. Alors que éco-délégués, on va dire qu'ils ne se sentent pas... concernés surtout. Concernés. Et donc, ils vont nous élire. Mais après, normalement, quand on doit faire des réunions, on doit en parler avec la classe, dire les projets qu'on est en train de monter, nos idées, etc. Et déjà, ce temps pour l'avoir, parce que ça doit prendre sur des heures de cours, on l'a pas, ce temps. Et le peu de fois où on l'a, la plupart de nos camarades, ils n'ont pas grand-chose à faire. D'accord. Ok, donc encore un chantier. Il y a une question qui est sensible et qui est posée dans ce débat, c'est comment, je vais vous demander, Louise, si vous voulez bien de me répondre là-dessus, c'est comment on fait pour toucher des enfants, des jeunes, sans leur faire peur, parce que tout ça se fait dans un cadre terriblement anxiogène. Vous êtes une génération qui a des raisons d'être angoissée et inquiète. Donc comment on fait pour transmettre cette urgence de la transition écologique de manière, je sais pas, ludique, un peu détendu, sans faire peur? Ouais, plusieurs réponses à ça. Je vais les mettre par mots-clés, je pense, après je dis après. La première, écoute. La seconde, lutter pour et pas contre. Et la troisième, je dirais, c'est la force du collectif. La première, écoute, parce que comme ça a été évoqué par Sana avec Banlieue Climat, effectivement, si on arrive en mode conférencier hyper descendant avec nos projets et qu'on dit on va vous impliquer dans la lutte, vous allez faire comme on veut que vous fassiez, effectivement, ça va pas créer de passion pour la lutte, ça va pas forcément fonctionner. La seconde, lutter pour et pas contre, c'est dire ok, vous êtes jeune, vous avez plein d'idées, vous avez des ressources incroyables, comment est-ce que toutes ces ressources vous pouvez les mettre finalement au service d'un projet de société qui vous parle énormément et qui et aussi, c'est un endroit, un espace d'expression où vous pouvez dire tout ce que vous trouvez d'hyper incohérent dans la société actuelle. Donc c'est mettre sa créativité et mettre son analyse aussi de la société au service d'un projet. Et je pense que c'est hyper stimulant et ça permet à chacun de s'accomplir dans la lutte, de s'émanciper dans la lutte. Et l'autre élément dont je voulais parler, ça a été évoqué, mais c'était la notion de force du collectif. Enfin, encore une fois, même si les objectifs sont pas atteints, juste s'engager là-dedans, vivre le projet, constituer des idées, ça permet à la fois premièrement de créer des réflexes, des automatismes. On parlait de réflexes dans le synopsis pour cette conférence. Ça permet de créer des réflexes collectifs pour être en capacité de réagir beaucoup plus rapidement le jour où il y aura une actualité politique ou une actualité qui arrive, et que le collectif soit plus résilient face à ça. Je m'étale un peu et voilà. Comment instruire sans faire peur, Yanis, rapidement?
Ça marche, oui. Je voulais juste intervenir tout à l'heure, Oui. Sur les éco-délégués, Oui. parce qu'il y a un symbole fort, c'est le délégué a une place au CA, l'éco-délégué n'en a pas, et je pense que ça montre que derrière le peu d'importance qu'on y porte, le CA, conseil d'administration du lycée, où se prennent les grandes décisions. Donc, voilà. Espérons que les nouvelles mesures apportent un peu de structure, un peu dans le sens d'une vraie présence. J'ai pas vu de point, je crois, sur le CA par exemple. Voilà, donc c'est un point. Excusez-moi, j'ai fait un petit. Alors instruire sans faire peur. Donc ça passe aussi, je pense, par gamifier aussi, gamifier. Rendre ludique vraiment l'apprentissage de ces enjeux-là. Donc déjà, la fraise du climat, c'est un atelier de sensibilisation qui utilise le jeu pour faire passer des connaissances. On peut aussi voir d'autres. Il y a d'autres versions aussi pour les plus jeunes. Même si je reste convaincu que après l'adolescence, il faut remettre une couche parce que on a tendance à tout un peu jeter. Donc au lycée, faut aussi revenir sur ces notions clés. Et souvent aussi, il faut bien comprendre que sur la sensibilisation, il y a cette idée de on parle déjà beaucoup trop du climat qui revient très souvent quand on fait la sensibilisation. Surtout en école d'ingénieur, ils arrivent, les nouveaux, pour les fraises du climat, c'est bon, on a déjà trop parlé du changement climatique et on comprend que en fait, on n'a pas pris le temps de comprendre parce que quand on pose des questions aussi simples que la part d'énergie fossile dans l'énergie consommée en France, ils peuvent répondre 10-15% parce qu'il y a du nucléaire alors que c'est les 2/3. Ça change les données du problème, quoi. Ça veut dire qu'on est en plein dedans dans les énergies fossiles. Quand on demande, je sais pas, l'empreinte carbone d'un Français par rapport à l'empreinte carbone mondiale, c'est 2 fois plus. Ah mince, je pensais que la France faisait partie des bons élèves. Ça change d'un coup quand même les données du problème. Et puis quand on voit les boucles de rétroaction, le risque d'emballement climatique, tout ça fait que ok, je comprends que je savais qu'il y avait un souci, mais je ne savais pas à quel point ce souci était important à résoudre. Et on arrive sur des questions, c'est quoi le progrès, quel est le rôle d'ingénieur, en tout cas pour ce qui se passe en école d'ingénieur. Et puis après, pourquoi aussi c'est si important de former, c'est qu'il y a de la communication verte de partout. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les entreprises se disent vertes, tous les politiques sont verts, tous les médias sont verts, c'est incroyable. Du coup, si on n'est pas assez formé, on peut vraiment se faire retourner comme une crêpe, quoi. Donc soit on est là, on croit tout le monde, soit on croit personne, et là ça devient un peu dangereux. Donc pour pouvoir avoir cette nuance par rapport devant cette communication verte omniprésente, il y a un vrai besoin de formation. Merci beaucoup. Je propose aux personnes qui sont là peut-être de poser des questions. Peut-être que la qualité et la force de l'engagement de nos intervenants peut vous inspirer. Donc je ne sais pas s'il y a des micros destinés à ça. Voilà, je vous en prie. On a 10 petites minutes pour échanger un petit peu. En plus, ensuite, je leur donnerai le mot de la fin. Voilà. Ok. Vous vous présentez éventuellement? Oui, bonjour. Donc moi je suis Clémence Garcès, éducatrice de jeunes enfants en crèche sur Montpellier. Et c'est vraiment une question, donc moi je suis très sensible dans ma vie personnelle à tout ce qui est la transition écologique et la vie vraiment en société. Et du coup j'aimerais aussi transmettre ça aux jeunes dès le plus jeune âge. Sachant que parfois ça peut aussi avoir des impacts en fait sur les familles qui ne sont pas forcément sensibles à ça. Et du coup, ça me questionne un peu parce que du coup, j'entendais en effet de ne pas avoir un discours descendant, sachant que moi, je l'observe autour de moi, les professionnels qui travaillent avec nous ne sont pas forcément sensibles à cette question-là. Et du coup, je me demande en fait comment rendre sensibles les professionnels à cette question-là, justement pour transmettre aussi un peu ces valeurs-là aux enfants dans le quotidien. La question est posée à Sana, apparemment. Elle m'est posée, mais en tout cas, elle me parle beaucoup pour plusieurs raisons. J'étais mère adjointe en charge de la petite enfance et donc du coup,
j'avais en responsabilité plusieurs crèches mandat précédent. Et effectivement, comme j'étais moi-même sur ce cheminement et cette transition-là, c'est une question qui a beaucoup été relevée par les professionnels de la petite enfance et également moi, en tant que maman aujourd'hui. Et du coup, avec le travail qu'on met en place avec Banlieue Climat, on fait un gros travail sur la question de la parentalité. On est en train de réfléchir à un module, un programme de formation adapté aux familles. Et d'ailleurs, on est en train de l'expérimenter dans les quartiers, notamment avec beaucoup de mamans dans les centres sociaux, où on utilise l'entrée de l'alimentation pour aborder ces sujets-là, qui est un vrai sujet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles, je dis elles parce qu'il y a beaucoup de mamans, elles prennent le sujet en main et comment ensemble, avec ce qu'on est en train de mettre en place dans le module de formation dédié spécifique aux familles, parce qu'il y a urgence, parce que du coup la question des éco-gestes, de l'éco-anxiété, tout ça, c'est des notions qu'elles ont, mais en fait elles ne mettent pas des mots à un savoir-faire, et c'est comment aujourd'hui elles le mettent en pratique et comment dans leur quotidien en tant que papa, maman, en tant que parent, et puis comment ça peut être complémentaire aussi avec les jeunes qu'on touche dans les quartiers. Donc du coup c'est en tout cas pour nous la part qu'on est en train de prendre là-dessus, c'est de se dire qu'il y a un gros travail à faire auprès des familles dans les quartiers, auprès même des écoles. Donc nous on a mis en place un programme aussi, un programme écolier pour les plus petits dans les écoles primaires. On intervient. Et ce sont les formateurs qu'on a formés, qui ont bénéficié de la première formation, qui interviennent dans les écoles. Et c'est aussi une façon ludique, sans faire peur, etc., pour intervenir. Et pour revenir sur la question parentalité, puis après, il y a besoin de moyens pour développer, pour le coup, cet accompagnement, et c'est un savoir-faire. Donc, du coup, former des éducateurs spécialisés, etc. Et enfin, récemment, moi, je travaille à l'école du climat. Donc ça, du coup, c'est mon travail. Et ce qui m'a plu au sein de cette structure, c'est qu'ils ont mis en place un programme d'accompagnement, de formation auprès des élus au sein des collectivités et auprès des agents. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on les accompagne à la transition écologique. C'est des modules en e-learning, c'est des formations un peu, c'est pas sorcier, très vulgarisées, très ludiques, et qui peuvent aussi donner des notions et permettre aussi aux professionnels au sein des collectivités ou auprès des agents d'avoir ces notions-là. Voilà, en tout cas pour ma part, ce que je peux dire. Merci Sana. Est-ce qu'il y a des professeurs ici, parce que ce sont des acteurs clés à la fois en général de la transition écologique, et ils sont largement interpellés dans le nouveau dispositif gouvernemental. Si quelqu'un a envie de donner son avis, alors c'est la professeure de Jules Guette qui accompagne les éco-délégués. Allons-y. La dame qui est là. Oula, pardon. Mais on va prendre les deux, mais assez rapidement. Oui, bonjour, donc Corinne Martel, je suis inspectrice pour l'éducation nationale et en même temps je suis en charge des missions éducation développement durable pour l'Hérault. Voilà. Donc c'est très intéressant de vous entendre et justement d'avoir le retour de la jeunesse et des associations, parce qu'on essaye effectivement de construire du lien avec. Et moi j'aurais voulu savoir pour ces jeunes éco-délégués, quel serait leur lycée et quelles instances ils souhaiteraient qu'ils soient mises en place au sein du lycée pour pouvoir avoir des actions concrètes. Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place concrètement et comment vous pourriez vous y prendre ? Déjà, au niveau des budgets, on est très flou, on ne nous en parle pas, donc on ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ou ce qui est envisageable et non envisageable. Deuxièmement, on est très limité dans ce qu'on veut faire, donc normalement, à la première réunion, on se met par groupe, parce que dans les gros lycées, par exemple, on est beaucoup, on est un par classe. Et donc, par exemple, nous, au lycée, on est près de 60. Donc, on se met par petits groupes et on montre des idées qu'on a entre nous. Et après... Vas-y, Malo, peut-être ? Il nous faudrait un moyen plus simple que de faire valider... Enfin, je sais pas si c'est possible, mais d'arrêter de faire valider par j'exagère, mais des centaines de personnes, et que ça prenne beaucoup de temps, parce que nous on est là pas pour longtemps, on est là que 1 an, si on se représente 2 ans et 3 ans maximum, et ça reste des périodes très courtes pour monter des gros projets et des vrais projets qui peuvent vraiment changer des choses. Une demande d'indépendance et d'un peu moins de relais, de bureaucratie. Ça on l'a bien compris. La dernière question, Sana, bien sûr.
la question d'avoir une délégation, mais avec des responsabilités et le moyen d'agir. En gros, vous êtes élu, voilà la ligne budgétaire que vous avez, voilà ce qu'ils peuvent mettre en place, de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes opérationnels et qu'ils n'aient pas tout un process hiérarchique d'attribution. Mais clairement, aujourd'hui, ce qu'il leur faut, au-delà des moyens, c'est le pouvoir d'exercer et d'agir, et que derrière, ils soient soutenus de fait parce qu'ils soient éco-délégués. Je pense que c'est ça. Désolée. Exactement, merci. Voilà qui est bien formulé. On va prendre une dernière question. C'était la même question. D'accord. Alors, c'est vous. Allez-y. On va lui donner un micro. Là, devant. Ah, il y a encore... il va falloir aller vite, d'accord. OK. Allons-y, allons-y. Oui, monsieur. Bonjour. Oui. Jean-Louis, fondateur de la start-up Yoc Anti-Gaspi. Moi, je travaille énormément dans les lycées. Et ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de découragement de la part de la communauté enseignante. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand on voit des éco-délégués s'engager et avoir en face des adultes qui ne croient pas à cet engagement. Donc moi, ma question, ça serait aussi de savoir, Sana, les éco-délégués ou même Garance, est-ce que vous avez des pistes qui pourraient justement aider non seulement les jeunes qui veulent se bouger à encore plus s'engager, et comment faire pour que la communauté enseignante puisse prendre plus de considération pour tous ces jeunes qui veulent vraiment se bouger, qui veulent se mobiliser, qui veulent aussi des moyens pour avancer. Et c'est vraiment un constat que moi je fais au quotidien sur Toulouse. Je connais Yanis, et je sais qu'il y a besoin effectivement de plus de moyens, mais il y a besoin aussi de casser certaines idées reçues, notamment dans les lycées professionnels, où on voit que dès qu'on amène des projets innovants, on a des professeurs, on a des responsables qui vont vous dire qu'on a suffisamment de problèmes comme ça à gérer. Et c'est vrai que c'est dommage d'opposer des projets hyper innovants qui militent pour justement sensibiliser encore plus les jeunes sur les questions environnementales, et des adultes qui, finalement, à cause de certains problèmes, ne vont pas aller plus loin que ça. Alors, pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été sollicité par beaucoup de lycées. Et donc, du coup, pour venir intervenir et faire des formations et de former les éco-délégués et de faire en sorte qu'ils bénéficient de cette première formation, pour qu'ils puissent avoir les premières notions et qu'ils puissent de manière globale avoir le même niveau sur ces sujets-là, et aussi partir avec une certification. Mais la difficulté que nous, en banlieue climat, on rencontre aujourd'hui, et d'ailleurs, vous pouvez être aussi un soutien pour une petite victoire, du coup, j'en profite, c'est qu'on a besoin d'un agrément pour intervenir au sein des lycées. Donc c'est tout un process, et je reviens sur le camarade qui dit qu'il y a tout un process. Donc là, c'est la rentrée, il y a urgence. On est sursollicité par beaucoup de lycées justement pour venir en appui et pour travailler avec les éco-délégués. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas habilité à intervenir au sein des lycées. Et quand je vois aujourd'hui, quand j'entends justement ces éco-délégués qui ont envie de faire et qui sont découragés parce que du coup, le process est long, etc. et que du coup, ça perd un peu de temps. Je ne dis pas que nous, on va être comme les sauveurs, mais je dis que le fait de venir avec des propositions que Banlieue Climat aujourd'hui, qui arrive à faire un travail de formation, de vous permettre de bénéficier de cette formation, de cette certification, par la suite, vous utilisez ces outils pour après imaginer, parce que ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que ça va permettre aux lycéens de ressortir, de prendre conscience et de se dire peut-être que on devrait faire ça, et vous allez pouvoir recueillir des choses que eux-mêmes ont envie de changer. Et là, vous allez dans un truc de ah, mais voilà ce qu'on peut faire. Et là, du coup, vous allez chercher chez chacun de ces lycéens son envie à lui de contribuer à cette transition. Mais donc du coup, ça c'est à notre niveau ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc ça a été une des demandes lors de notre rencontre à l'Élysée, c'est de dire on est sollicité par des lycées, on souhaiterait travailler avec les éco-délégués, mais aujourd'hui on n'a pas l'agrément qui nous permet de ça. Et après, concernant les enseignants, hormis les soutenir sur tout ce qui est en train de se passer sur le corps enseignant, etc. Je ne pense pas être celle qui va répondre en direct. Je ne sais pas s'il y a un enseignant dans la salle qui peut peut-être témoigner de cette envie ou pas. Je pense que ça serait intéressant de l'entendre ou de les entendre. On fera peut-être un autre débat sur la transition écologique dans une école en crise. On va prendre une dernière question très très rapide parce qu'on doit terminer.
Oui, bonjour et merci pour ce débat. Donc, Elmoud El Rachid, élu ELV et conseiller départemental de l'Hérault. Donc, je suis né à La Paillade et j'ai vécu pendant 40 ans. Donc, Sana, votre discours me parle totalement et ça a été la source de mon engagement politique, justement, sur ces questions écologiques. Donc, je suis président aussi de la commission environnement. Et je fais une transition sur les éco-délégués. Donc, nous, dans les collèges, pareil, il y a des éco-délégués. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas ce lien entre collège et lycée, même si je suis convaincu que cette éducation à l'environnement doit venir bien plus tôt, bien plus tôt. Un autre point où j'essaye un peu de batailler pour les actions éducatives que le département finance ou que la région finance aussi au niveau des lycées, ils sont portés par le corps enseignant. Donc, c'est les actions éducatives qui sont votées en commission, en assemblée. Voilà, les éco-délégués pourraient peut-être avoir un poids justement sur ce choix des thématiques qui sont données ou faites par certaines associations qui interviennent justement dans les collèges ou les lycées. Très bien, merci beaucoup, merci pour ces questions. Claire, maintenant, on va regarder vos propositions, votre dessin, et peut-être vous voulez les commenter. Alors, je ne sais pas si c'est visible par tout le monde. Ah voilà, il va être diffusé là-haut. Donc moi, mon rôle, je suis facilitatrice graphique. Mon rôle, c'est de rendre visibles les idées clés que, en tout cas, moi, j'ai retenues de ce débat-là. Du coup, ce que j'ai mis en haut à gauche, c'est ce qui a été introduit comme le fait nouveau, entre guillemets, qui date de juin 2023, les 20 mesures gouvernementales. Et puis après, je suis partie sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va passer de cette situation-là. J'ai repris un peu la planète de l'image, le logo de l'événement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va passer de cette situation-là à celle-ci? Et du coup, j'ai noté par rapport à ce qui a été dit par Banlieue Climat, l'importance de transmettre les parcours et les récits pour former les nouvelles générations, pour leur faire gagner du temps. Aussi l'idée du fait de vivre dans une sobriété forcée. On devient des écolos avant l'heure et j'ai noté la phrase, on est tous des experts de la transition écologique ici en banlieue. Donc revaloriser la situation en banlieue par rapport à leur expertise sur la transition écologique avec l'intention de créer une vague de génération verte. Ensuite, alors j'ai pas forcément dans l'ordre, ici ce que j'ai retenu des lycées en transition, c'est le fait d'avoir des actions qui mènent des actions multiples dans les lycées. Et la force du fait de se mettre en lien avec d'autres lycées, ce qui multiplie les actions, avoir des actions communes qui ont plus de poids. Aussi le partage des ressources. Il y a une plateforme, j'ai noté PIX. Est-ce que c'est comme ça que ça s'écrit? Je ne sais pas, mais je peux corriger. Un petit détail, il y a lycée en transition et PIX, c'est à part, mais c'est surtout le Green PIX qui va être intéressant. Alors je le rajoute. Okay. Et ce qui a été noté comme effet positif, c'est la force du collectif qui est revenue aussi dans les autres interventions. Le fait d'être en réseau, on est plus fort. Ce que j'ai noté sur les JAC, c'est le défi d'incarner les propres valeurs que l'on prône et dont le rôle, la raison d'être, c'est de donner des clés de compréhension de l'actualité politique et mondiale et de faire le lien avec des luttes locales, qui est cette transmission-là qui soit faite par vous. Et ensuite, j'ai noté le rôle des éco-délégués, leur rôle étant de mettre en place des actions, d'inviter les lycéens, de faire intervenir des experts extérieurs dans le lycée. Donc tous les lycéens sont invités. C'est souvent grâce à l'aide de professeurs, mais du coup, se pose la question de la dépendance. Et ensuite, il a été abordé l'histoire de l'effet de la demande du gouvernement de leur multiplication. Est-ce un effet vitrine ou pas? Et en tout cas, ce sera probablement un rôle à valoriser pour leur donner du pouvoir d'agir. Ma conclusion ici, c'était de faire le parallèle ici entre les mesures gouvernementales avec ce qui était apprécié de l'aspect de concertation, mais quel est le budget dédié, que ce ne soit pas déterminé encore, et surtout la question de qui finalement l'aura. Ça, c'est une réelle interrogation. Et en parallèle, on a du coup ce qui est montré aujourd'hui, je pense de manière assez évidente, c'est qu'en parallèle de ces effets de gouvernement,
on a un tissu associatif qui a déjà pris les devants depuis longtemps, qui continue d'innover. Et donc c'est ça que je voulais un peu conclure là-dessus pour vers cette nouvelle phase de la planète. Merci beaucoup Claire, merci infiniment. Merci infiniment et félicitations franchement à Yanis, à Louise, à Sana, à Malo et à Garance. Il y a un débat très important qui suit, qui fait partie de la même série. Trouver un emploi qui a du sens et retrouver du sens dans son travail qui nous suit. Je voudrais dire que pour le magazine Locaux en ligne, montpelliérain que je représente, LO2KO, on a engagé une série sur les nouveaux métiers et on démarre avec un portrait d'un maître composteur. C'est une fille et il n'y a pas de féminin. Comme quoi, il y a des combats qui se rejoignent. Merci beaucoup de votre présence et à bientôt. Au revoir.